En politique, alors que le processus de dépôt de candidature pour le poste de Premier ministre se poursuit jusqu'au 17 mai, le Conseil présidentiel de transition reste silencieux. Pendant ce temps, certaines entités expriment leur opposition à la présidence tournante et des discussions émergent autour d'un éventuel plan B. Pour commenter l'actualité de ce mercredi, le leader de la force louverturienne réformiste, le docteur Emmanuel Ménard, PDG de la radio et télé Cosmos. Bonsoir, Monsieur Ménard, bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir, Madame Barthelmy. Le plaisir est pour moi d'être avec vous et je salue les auditeurs, les téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole. Alors, vous êtes notre invité ce soir pour commenter notamment l'actualité politique. Nous savons qu'après maintes séances de discussion, les acteurs politiques ont finalement opté pour un conseil présidentiel de transition qui va diriger cette période de transition, évidemment. Quelle est votre lecture du CPT, M. Ménard? Je dois dire tout de suite que la force louverturienne réformiste, avec ses partenaires de la coalition nationale et du bloc du milieu, avait participé à la rencontre sous le leadership de la CARICOM le 11 mars. Et nous autres, nous avions proposé un président provisoire de la République issu de la Cour de cassation avec un gouvernement. Démocrates que nous sommes, la majorité des parties prenantes ont opté pour un conseil présidentiel pour établir un pouvoir exécutif bicéphale. Donc nous avons suivi la majorité et ce serait ridicule pour un groupe politique d'être en opposition avec un pouvoir intérimaire. Donc, et comme représentant légal de ces parties prenantes, j'avais pour mandat de préparer les actes d'adhésion de ce regroupement de partis politiques et d'organisations sociales pour l'acte d'adhésion à l'accord du 3 avril, et ceci a été fait. Alors, il faut dire, après l'installation de ce conseil, beaucoup de tergiversations au sein même du conseil de transition. Et selon certains observateurs, c'est un conseil qui ne pourra pas vraiment délivrer. Quel est votre avis par rapport à cela? C'est une expérience nouvelle, même si dans le temps, il y a eu à la tête de ce pays des conseils de gouvernement, comme en 86. On a eu en 57 des représentants des 4 candidats à la présidence qui ont formé un gouvernement collégial. Et aujourd'hui, nous sommes à un conseil présidentiel de 9 membres, dont 2 assesseurs. Et ce qui n'est pas bien compris, même au niveau des parties prenantes ou de l'ensemble de la population, c'est le principe de la collégialité. C'est une présidence collégiale. Les 9 représentent l'institution présidentielle. Donc les 9 devront avoir les mêmes prérogatives, selon vous, les mêmes droits? Ah oui, ce sont des pairs égaux et pris de façon individuelle, ils ne représentent pas la présidence de la République. C'est la collégialité. Les 9 siégeants, c'est comme pour l'Assemblée nationale, au terme de la Constitution de 1987, il y a 2 chambres législatives, le Sénat et la Chambre des députés, et l'Assemblée nationale n'existe que lorsque les 2 chambres se réunissent. Donc, un conseiller présidentiel individuellement ne représente pas la présidence de la République, mais le fonctionnement de la collégialité donne ce pouvoir pluriel à l'ensemble des membres qui forment le Conseil et qui représentent la présidence de la République. Mais s'agissant de la présidence et du Conseil, et lui-même, le président de ce Conseil a une fonction de représentativité, mais il n'a pas plus de pouvoir que les autres conseillers. Il est là pour coordonner les activités du Conseil et bien sûr présider les séances. Et je disais dans d'autres médias, il y a le modèle de la Suisse. Le modèle de la Suisse, la Suisse est gouvernée par un conseil fédéral. Ce conseil est élu par l'Assemblée fédérale pour un mandat de 4 ans. Et chaque année, les membres du conseil fédéral se réunissent pour élire
un président du Conseil. Et c'est ce qu'on appelle la présidence tournante qui fait couler beaucoup d'encre. Et chaque conseiller a le devoir impérieux de soutenir les décisions prises en Conseil, même si ces décisions ne rencontrent pas, est opposée à la ligne de leur parti ou de leur conviction, parce que la décision, elle est plurielle. Parlant de la présidence tournante, M. Emmanuel Ménard, nous savions que selon l'accord du 3 avril, qui est l'accord qui est chargé du fonctionnement, du mode de fonctionnement du Conseil présidentiel, selon cet accord, il devrait y avoir un coordonnateur pour la période de transition. Mais après des discussions au sein du Conseil, la formule qui est optée, c'est celle de la présidence tournante. Quels sont, selon vous, les avantages de cette formule? Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, mais je n'ai pas d'état d'âme sur la question. S'agissant de violation de règles préétablies, il faut respecter les règles. D'aucuns disent que cet accord n'a pas été publié, donc n'est pas opposable aux tierces. Donc ceux qui avaient signé l'accord peuvent s'entendre et modifier l'accord. Mais cela peut paraître donner un goût de stabilité au sein de ce Conseil. Mais si il faut une présidence tournante pour conserver l'harmonie au sein de ce Conseil, et pourquoi pas? Et nous attendons ces maçons au pied du mur, et même si l'autre disait ce sont les détails qui font les grandes choses, et nous autres, comme partie prenante dans ce processus, nous appelons à la vigilance citoyenne et nous souhaitons vivement que les conseillers usent de leur patriotisme pour pouvoir réussir cette tâche ô combien difficile. Alors nous savons que le Conseil présidentiel de transition doit travailler sur plusieurs grands chantiers, puisque nous savons qu'Haïti est en crise, notamment la sécurité. Comment, selon vous, ce Conseil pourrait aborder ces questions? Nous allons parler au prime abord de la question sécuritaire. Il ne faut pas donner trop de pouvoir à ce Conseil que la Constitution, puisque nous sommes dans l'esprit de la Constitution, n'en donne à la présidence. Et le Conseil ne va pas diriger. Le Conseil ne va pas gouverner. C'est une collégialité dans un pouvoir exécutif bicéphale. C'est le gouvernement qui va diriger. L'action gouvernementale sera confiée à un Premier ministre et un cabinet de mission. Et ce cabinet de mission doit avoir une feuille de route concoctée et adoptée par les parties prenantes. Et le Conseil, quand nous étions en discussion pour le rétablissement de ce pouvoir bicéphale, on pensait que M. Ariel et sa coalition gouvernementale avaient trop de pouvoir. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Il n'y avait pas d'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, la présidence, une fois rétablie à travers le Conseil et le gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre, il y a un équilibre au niveau du pouvoir exécutif. Maintenant, il va falloir que le gouvernement... Moi, je ne comprends pas trop bien que chaque conseiller présidentiel soit responsable d'un chantier. C'est la présidence. La présidence, toutes les attributions présidentielles sont accordées à ce conseil. Donc, ce conseil aura les attributions définies par la Constitution. Et maintenant, le gouvernement, secteur par secteur, aura à se colter aux grands défis de l'heure. Et pour la sécurité, vous avez le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui coiffe la police nationale d'Haïti. Il y a le ministère de la Défense qui coiffe les forces armées d'Haïti. Et nous avons signé des protocoles, des accords avec des accords bilatéraux ou multilatéraux. Il y a la résolution du Conseil de sécurité qui permet le déploiement d'une force sécuritaire en Haïti. Donc moi, il faut que le Conseil soit vigilant. Il faut que les termes, jusqu'à présent, je ne connais pas les termes de référence du déploiement de cette force. Mais somme toute, nous autres de la force ouverturienne réformiste, depuis la présidence de M. Jovenel Moïse, et nous avions appelé à une coopération militaire et multilatérale pour renforcer nos structures de sécurité et trouver les moyens
pour une formation continue de nos soldats et de nos policiers, reconstruire les agences d'intelligence et de renseignement, et bien sûr, armer la police avec une nouvelle vision de notre armée pour pouvoir contrôler l'ensemble du territoire national. Alors, dernière question, Monsieur Emmanuel Ménard, retournons-en à la question du choix du Premier ministre. Nous savons que certaines structures vous ont proposé comme Premier ministre. Êtes-vous toujours intéressé à être le Premier ministre de ce pays? Comment on pourrait ne pas être intéressé à servir son pays, mais pas dans n'importe quelles conditions? Les structures qui m'avaient demandé si je voulais être Premier ministre de cette transition, j'ai réfléchi, j'avais dit oui, mais quand dans l'évolution de la situation politique, par abnégation et par patriotisme, je dis toujours que mes convictions patriotiques dépassent largement mes ambitions politiques. Donc j'ai demandé et obtenu de mes partenaires et d'autres parties prenantes qui voulaient déposer ma candidature. J'ai obtenu que ce dépôt ne soit pas fait. Toutefois, je reste engagé dans la construction d'une solution pacifique haïtienne pour résoudre le problème sécuritaire, pour entamer les grandes réformes pouvant nous amener à des élections générales inclusives, mais aussi se pencher sur le sort des masses, se pencher sur le sort des jeunes qui ont des armes à la main. On ne pourra pas résoudre le problème sécuritaire avec des armes. La réponse militaire doit être faite, est nécessaire. Mais il faut aussi une réponse sociale. Il faut que le gouvernement de la République puisse, à travers des politiques publiques, adresser le problème social et faire en sorte que la normalité républicaine et constitutionnelle est retrouvée pour que nous ayons encore une fois un pays où il fait bon vivre. Il nous faut donc un pays où il fait bon vivre. Merci infiniment, Dr Emmanuel Ménard. Madame Berthelmy, le plaisir était pour moi. Merci encore. Voilà, c'est avec nous le docteur Emmanuel Ménard, président de la Force Louverturienne Réformiste et PDG de la radio et Télécosmos. Il était notre invité ce soir à Métro News pour commenter l'actualité politique.